1984 Partie 2 Chapitre 3 Winston rêvait de sa mère. Il devait avoir 10 ou 11 ans, croyait-il, quand sa mère avait disparu. Elle était grande, sculpturale, plutôt silencieuse, avec de lents mouvements et une magnifique chevelure blonde. Le souvenir qu'il avait de son père était plus vague. C'était un homme brun et mince, toujours vêtu de costumes sombres et nets, qui portait des lunettes. Winston se rappelait surtout les minces semelles des chaussures de son père. Tous deux avaient probablement été engloutis dans l'une des premières grandes épurations des années 50. Sa mère, dans ce rêve, était assise en quelque lieu profond au-dessous de Winston, avec, dans ses bras, la jeune sœur de celui-ci. Il ne se souvenait pas du tout de sa sœur, sauf que c'était un bébé petit, faible, toujours silencieux, aux grands yeux attentifs. Toutes les deux le regardaient. Elles étaient dans un endroit souterrain, le fond d'un puits par exemple, ou une tombe très profonde. Mais c'était un endroit qui, bien que déjà très bas, continuait à descendre. Elle se trouvait dans le salon d'un bateau qui sombrait et le regardait à travers l'eau de plus en plus opaque. Il y avait de l'air dans le salon. Ils pouvaient encore se voir les uns les autres. Mais elle s'enfonçait de plus en plus dans l'eau verte qui bientôt les cacherait pour jamais. Il était dehors, dans l'air et la lumière, tandis qu'elles étaient aspirées vers la mort. Et elles étaient là parce que lui était en haut. Il le savait, et il pouvait voir sur leur visage qu'elle le savait. Il n'y avait de reproche ni sur leur visage, ni dans leur cœur. Il y avait seulement la certitude qu'elle devait mourir pour qu'il vive, et que cela faisait partie de l'ordre inévitable des choses. Il ne pouvait se souvenir de ce qui était arrivé, mais il savait dans son rêve que les vies de sa mère et de sa sœur avaient été sacrifiées à la sienne. C'était un de ces rêves qui, tout en offrant le décor caractéristique du rêve, permettent et prolongent l'activité de l'intelligence. Au cours de tels rêves, on prend conscience de faits et d'idées qui gardent leur valeur quand on s'est réveillé. Ce qui frappa soudain Winston, c'est que la mort de sa mère, survenue il y avait près de 30 ans, avait été d'un tragique et d'une tristesse qui serait actuellement impossible. Il comprit que le tragique était un élément des temps anciens, des temps où existaient encore l'intimité, l'amour et l'amitié, quand les membres d'une famille s'entraidaient sans se demander au nom de quoi. Le souvenir de sa mère le déchirait parce qu'elle était morte en l'aimant, alors qu'il était trop jeune et trop égoïste pour l'aimer en retour. C'était aussi parce qu'elle s'était sacrifiée, il ne se rappelait plus comment, à une conception personnelle et inaltérable de la loyauté. Il se rendait compte que de telles choses ne pouvaient plus se produire. Aujourd'hui, il y avait de la peur, de la haine, de la souffrance, mais il n'y avait aucune dignité dans l'émotion. Il n'y avait aucune profondeur, aucune complexité dans les tristesses. Il lui semblait voir tout cela dans les grands yeux de sa mère et de sa sœur qui, à des centaines de brasses de profondeur, le regardaient à travers les eaux vertes et s'enfonçaient encore. Il se trouva soudain debout sur du gazon élastique, par un soir d'été, alors que les rayons obliques du soleil dorent la terre. Le paysage qu'il regardait revenait si souvent dans ses rêves qu'il n'était jamais tout à fait sûr de ne pas l'avoir vu dans le monde réel. Lorsqu'à son réveil il s'en souvenait, il l'appelait le pays doré. C'était un ancien pâturage, dévoré par les lapins et que traversait un sentier sinueux. Des taupinières l'accidentaient çà et là. Dans la haie mal taillée qui se trouvait de l'autre côté du champ,
Des branches d'orme se balançaient doucement dans la brise, et leurs feuilles se déplaçaient par masses épaisses comme des chevelures de femmes. Quelque part, tout près, bien que caché au regard, il y avait un ruisseau, lent et clair. Il formait, sous les saules, des étangs dans lesquels nageaient des poissons dorés. La fille aux cheveux noirs se dirigeait vers Winston à travers le champ. D'un seul geste, lui sembla-t-il, elle déchira ses vêtements et les rejeta dédaigneusement. Son corps était blanc et lisse, mais il n'éveilla aucun désir chez Winston, qui le regarda à peine. Ce qui en cet instant le transportait d'admiration, c'était le geste avec lequel elle avait rejeté ses vêtements. La grâce négligente de ce geste semblait anéantir toute une culture, tout un système de pensée, comme si Big Brother, le parti, la police de la pensée, pouvait être rejeté au néant par un unique et splendide mouvement du bras. Cela aussi était un geste de l'ancien temps. Winston se réveilla avec sur les lèvres le mot « Shakespeare ». Le télécran émettait un coup de sifflet assourdissant sur une note unique qui dura 30 secondes. Il était 7h15, heure du lever des employés de bureau. Winston s'arracha du lit. Il était nu, car les membres du parti extérieur ne recevaient annuellement que 3000 points textiles, et il en fallait 600 pour un pyjama. Il attrapa sur une chaise un médiocre gilet de flanelle et un short. L'heure de culture physique allait commencer dans 3 minutes. Une violente quinte de toux, qui presque toujours le prenait tout de suite après son réveil, l'obligea à se plier en deux. L'air lui manquait à tel point qu'il ne put reprendre son souffle qu'après une série de profondes inspirations, couché sur le dos. Ses veines s'étaient gonflées dans l'effort qu'il avait fait pour tousser, et son ulcère variqueux commençait à le démanger. « Groupe 30 à 40 » glapit une voix perçante de femme. « Groupe 30 à 40 en place, s'il vous plaît. Les 30 à 40 » Winston se mit rapidement au garde-à-vous, en face du télécran sur lequel venait d'apparaître l'image d'une femme assez jeune, fine, mais musclée, vêtue d'une tunique et chaussée de sandales de gymnastique. « Flexion et extension des bras, lança-t-elle, en même temps que moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allons, camarades, un peu d'énergie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La souffrance causée par sa quinte n'avait pas tout à fait effacé de l'esprit de Winston l'impression faite par son rêve, et les mouvements rythmés de l'exercice la ravivèrent. Tandis qu'il lançait mécaniquement ses bras en arrière et en avant, et maintenait sur son visage l'expression de satisfaction et de sérieux que l'on considérait comme normale pendant la culture physique, il luttait pour retourner mentalement à la période imprécise de sa petite enfance. C'était extrêmement difficile. Au-delà des dernières années 50, tout se décolorait. Lorsque quelqu'un n'a pas de point de repère extérieur à quoi se référer, le tracé même de sa propre vie perd de sa netteté. Il se souvient d'événements importants qui n'ont probablement pas eu lieu. Il retrouve le détail d'incidents dont il ne peut recréer l'atmosphère. Et il y a de longues périodes vides à quoi rien ne se rapporte. Tout était alors différent. Même les noms des pays et leurs formes sur la carte étaient différents. La première région aérienne, par exemple, était appelée autrement dans ce temps-là. On l'appelait Angleterre ou Grande-Bretagne. Mais la ville de Londres, il en était sûr, avait toujours été nommée Londres. Winston ne pouvait se souvenir avec précision d'une époque pendant laquelle son pays n'avait pas été en guerre. Il était évident cependant que, durant son enfance, il y avait eu un assez long intervalle de paix. Un de ses plus anciens souvenirs, en effet, était celui d'un raid aérien qui avait paru surprendre tout le monde.
Peut-être était-ce à l'époque où la bombe atomique était tombée sur Colchester. Il ne se souvenait pas du raid lui-même, mais il se rappelait l'étreinte sur la sienne de la main de son père, tandis qu'il dégringolait toujours plus bas, vers le centre de la terre, un escalier sonore en spirale qui fuyait sous leurs pieds et lui fatigua tellement les jambes qu'il se mit à pleurnicher. Ils durent s'arrêter pour se reposer. Sa mère, à sa manière lente et rêveuse, les suivait très loin en arrière. Elle portait la petite sœur, ou peut-être était-ce seulement un paquet de couvertures. Winston n'était pas certain que sa sœur fût déjà née. Ils émergèrent à la fin dans un endroit bruyant et bondé de gens. C'était, il le comprit, une station de métro. Partout, sur le sol dallé, il y avait des gens assis. D'autres se pressaient les uns contre les autres sur des banquettes de métal. Winston, son père et sa mère trouvèrent une place sur le sol. Près d'eux, deux vieillards étaient assis côte à côte sur une couchette. L'homme était décemment vêtu d'un costume sombre. Une casquette de drap, noire, repoussée en arrière, découvrait ses cheveux très blancs. Son visage était écarlate, ses yeux étaient bleus et pleins de larmes. Il sentait le gin à plein nez. L'odeur semblait sourdre de sa peau à la place de la sueur, et l'on pouvait imaginer que les larmes qui jaillissaient de ses yeux étaient du gin pur. Mais, bien que légèrement ivre, il était sous le coup d'un chagrin sincère et intolérable. Winston, d'une manière infantine, comprit qu'un événement terrible, un événement impardonnable, et pour lequel il n'y avait pas de remède, venait de se passer. Il lui sembla aussi qu'il savait ce que c'était. Quelqu'un que le vieillard aimait, une petite fille peut-être, avait été tué. Le vieillard répétait toutes les 2 minutes « Nous n'aurions pas dû leur faire confiance. » Je l'avais dit, maman, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive quand on leur fait confiance. Je l'ai toujours dit. Nous n'aurions pas dû faire confiance à ces types. Mais à quel type il n'aurait pas dû se fier? Winston ne s'en souvenait plus. À partir de ce moment, la guerre, pour ainsi dire, n'avait jamais cessé. Mais, à proprement parler, ce n'était pas toujours la même guerre. Pendant plusieurs mois de l'enfance de Winston, il y avait eu des combats de rue confus dans Londres même, et il se souvenait avec précision de quelques-uns d'entre eux. Mais retrouver l'histoire de toute la période, dire qui combattait contre qui à un moment donné, était absolument impossible. Tous les rapports écrits ou oraux ne faisaient jamais allusion qu'à l'événement actuel. En ce moment, par exemple, en 1984, si c'était bien 1984, l'Océania était alliée à l'Estasia et en guerre avec l'Eurasia. Dans aucune émission publique ou privée, il n'était admis que les 3 puissances avaient été, à une autre époque, groupées différemment. Winston savait fort bien qu'il y avait seulement 4 ans. L'Océania était en guerre avec l'Estasia et alliée à l'Eurasia. Mais ce n'était qu'un renseignement furtif et frauduleux qu'il avait retenu par hasard, parce qu'il ne maîtrisait pas suffisamment sa mémoire. Officiellement, le changement de partenaire n'avait jamais eu lieu. L'Océania était en guerre avec l'Eurasia. L'Océania avait, par conséquent, toujours été en guerre avec l'Eurasia. L'ennemi du moment représentait toujours le mal absolu, et il s'ensuivait qu'aucune entente passée ou future avec lui n'était possible. L'effrayant, pensait Winston, pour la 10 000e fois, tandis que d'un mouvement douloureux, il forçait ses épaules à tourner en arrière. Mains aux hanches, il faisait virer leur buste autour de la taille, exercice qui était bon, paraît-il, pour les muscles du dos. L'effrayant était que tout pouvait être vrai. Que le parti puisse étendre le bras vers le passé et dire d'un événement « Cela ne fut jamais », c'était bien plus terrifiant que la simple torture ou que la mort. Le parti disait que l'Océania
n'avait jamais été l'allié de l'Eurasia. Lui, Winston Smith, savait que l'Océania avait été l'allié de l'Eurasia. Il n'y avait de cela que 4 ans. Mais où existait cette connaissance? Uniquement dans sa propre conscience qui, dans tous les cas, serait bientôt anéantie. Si tous les autres acceptaient le mensonge imposé par le parti, si tous les rapports racontaient la même chose, le mensonge passait dans l'histoire et devenait vérité. Celui qui a le contrôle du passé, disait le slogan du parti, a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Et cependant, le passé, bien que par nature susceptible d'être modifié, n'avait jamais été retouché. La vérité actuelle, quelle qu'elle fût, était vraie d'un infini à un autre infini. C'était tout à fait simple. Ce qu'il fallait à chacun, c'était avoir en mémoire une interminable série de victoires. Cela s'appelait contrôle de la réalité. On disait en novlangue double pensée. Repos, aboya la monitrice, un peu plus cordialement. Winston laissa tomber ses bras et remplit lentement d'air ses poumons. Son esprit s'échappa vers le labyrinthe de la double pensée. Connaître et ne pas connaître. En pleine conscience et avec une absolue bonne foi, émettre des mensonges soigneusement agencés. Retenir simultanément 2 opinions qui s'annulent alors qu'on les sait contradictoires et croire à toutes 2. Employer la logique contre la logique. Répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle. Croire en même temps que la démocratie est impossible et que le parti est gardien de la démocratie. Oublier tout ce qu'il est nécessaire d'oublier, puis le rappeler à sa mémoire quand on en a besoin, pour l'oublier plus rapidement encore. Surtout, appliquer le même processus au processus lui-même. Là était l'ultime subtilité. Persuader consciemment l'inconscient, puis devenir ensuite inconscient de l'acte d'hypnose que l'on vient de perpétrer. La compréhension même du mot « double pensée » impliquait l'emploi de la double pensée. La monitrice les avait rappelés au garde-à-vous. « Voyons maintenant, dit-elle avec enthousiasme, quels sont ceux d'entre nous qui peuvent toucher leurs orteils? Droit sur les hanches, camarades. 1, 2, 1, 2. » Winston détestait cet exercice qui provoquait des talons aux fesses, des élancements douloureux et finissait par provoquer une autre quinte de toux. Ses méditations en perdirent leur agrément mitigé. Le passé, réfléchit-il, n'avait pas été seulement modifié, il avait été bel et bien détruit. Comment en effet établir, même le fait le plus patent, s'il n'en existait aucun enregistrement que celui d'une seule mémoire? Il essaya de se rappeler en quelle année il avait pour la première fois entendu parler de Big Brother. Ce devait être vers les années 60. Mais comment en être sûr? Dans l'histoire du parti, naturellement, Big Brother figurait comme chef et gardien de la révolution depuis les premiers jours. Ses exploits avaient été peu à peu reculés dans le temps, et il s'étendait maintenant jusqu'au monde fabuleux des années 40 et 30, à l'époque où les capitalistes, coiffés d'étranges chapeaux cylindriques, parcouraient les rues de Londres dans de grandes automobiles étincelantes ou dans des voitures vitrées tirées par des chevaux. Il était impossible de savoir jusqu'à quel point la légende de Big Brother était vraie ou inventée. Winston ne pouvait même pas se rappeler à quelle date le parti lui-même était né. Il ne croyait pas avoir jamais entendu le mot « Ang-Sok » avant 1960. Mais il était possible que sous la forme « socialisme anglais » qu'il avait dans l'ancien langage, il eût existé plus tôt. Tout se fondait dans le brouillard.
Parfois, certainement, on pouvait poser le doigt sur un mensonge précis. Il était faux, par exemple, que le parti, ainsi que le clamaient les livres d'histoire, eût inventé les aéroplanes. Winston se souvenait d'avoir vu des aéroplanes dès sa plus tendre enfance. Mais on ne pouvait rien prouver. Il n'y avait jamais de témoignage. Une seule fois, dans toute son existence, Winston avait tenu entre les mains la preuve écrite indéniable de la falsification d'un fait historique. Et cette fois-là... « Smith !» cria la voix acariâtre dans le télécran. « 60-79, Smith, W. Oui, vous-même. Baissez-vous plus bas, s'il vous plaît. Vous pouvez faire mieux que cela. Vous ne faites pas d'effort. Plus bas, je vous prie. Cette fois, c'est mieux, camarades. Maintenant, repos, tous, et regardez-moi. » Le corps de Winston s'était brusquement recouvert d'une ondée de sueur chaude, mais son visage demeura absolument impassible. Ne jamais montrer d'épouvante, ne jamais montrer de ressentiment. Un seul frémissement des yeux peut vous trahir. Winston resta debout à regarder, tandis que la monitrice levait les bras au-dessus de la tête et, on ne pouvait dire avec grâce, mais avec une précision et une efficacité remarquables, se courba et rentra sous ses orteils la première phalange de ses doigts. « Voilà, camarades, voilà comment je veux vous voir faire ce mouvement. Regardez-moi. J'ai 39 ans et j'ai 4 enfants. Maintenant, attention. » Elle se pencha de nouveau. « Vous voyez que mes genoux ne sont pas pliés. Vous pouvez tous le faire, si vous voulez, » ajouta-t-elle en se redressant. « N'importe qui, au-dessous de 45 ans, est parfaitement capable de toucher ses orteils. Nous n'avons pas tous le privilège de nous battre sur le front, mais nous pouvons au moins nous garder en forme. Pensez à nos garçons qui sont sur le front de Malabar. Pensez aux marins des forteresses flottantes. Imaginez ce qu'ils ont, eux, à endurer. Maintenant, essayez encore. C'est mieux, camarades, beaucoup mieux, ajouta-t-elle sur un ton encourageant. Comme Winston, pour la première fois depuis des années, réussissait d'un brusque mouvement à toucher ses orteils sans plier les genoux. Chapitre 4. Avec le soupir inconscient et profond que la proximité même du télécran ne pouvait l'empêcher de pousser lorsqu'il commençait son travail journalier, Winston rapprocha de lui le phonoscript, souffla la poussière du microphone et mit ses lunettes. Il déroula ensuite et agrafa ensemble 4 petits cylindres de papier qui étaient tombés du tube pneumatique qui se trouvait à la droite du bureau. Il y avait 3 orifices au mur de la cabine. À droite du phonoscript se trouvait un petit tube pneumatique pour les messages écrits. À gauche, il y avait un tube plus large pour les journaux. Dans le mur de côté, à portée de la main de Winston, il y avait une large fente ovale protégée par un grillage métallique. On se servait de cette fente pour jeter les vieux papiers. Il y avait des milliers et des milliers de fentes semblables dans l'édifice. Il s'en trouvait, non seulement dans chaque pièce, mais, à de courts intervalles, dans chaque couloir. On les surnommait trous de mémoire. Lorsqu'un document devait être détruit, ou qu'on apercevait le moindre bout de papier qui traînait, on soulevait le clapet du plus proche trou de mémoire. L'action était automatique, et on laissait tomber le papier, lequel était rapidement emporté par un courant d'air chaud jusqu'aux énormes fournaises cachées quelque part dans les profondeurs de l'édifice. Winston examina les 4 bouts de papier qu'il avait déroulés. Ils contenaient chacun un message d'1 ou 2 lignes seulement, dans le jargon abrégé employé au ministère pour le service intérieur. Ce n'était pas exactement du novlangue, mais il comprenait un grand nombre de mots novlangue. Ces messages étaient ainsi rédigés. Times 17-3-84. Discours mal reporté, Afrique, rectifié.
Times 19-12-83, prévision 3 app, 4e trimestre 83, erreur typo, vérifié, numéro de ce jour. Times 14-2-84, mini plein chocolat mal coté, rectifié. Times 3-12-83, report, ordre jour, bébé, très mauvais, ref. Une personne, réécrire, entier, soumettre au, classement. Avec un léger soupir de satisfaction, Winston mit de côté le 4e message. C'était un travail compliqué qui comportait des responsabilités et qu'il valait mieux entreprendre en dernier lieu. Les 3 autres ne demandaient que de la routine, quoique le second impliquât probablement une fastidieuse étude de liste de chiffres. Winston composa sur le télécran les mots « numéros anciens » et demanda les numéros du journal Le Times qui lui étaient nécessaires. Quelques minutes seulement plus tard, il glissait du tube pneumatique. Les messages qu'il avait reçus se rapportaient à des articles, ou à des passages d'articles que, pour une raison ou pour une autre, on pensait nécessaire de modifier ou, plutôt, suivant le terme officiel, de rectifier. Par exemple, dans le Times du 17 mars, il apparaissait que Big Brother, dans son discours de la veille, avait prédit que le front de l'Inde du Sud resterait calme. L'offensive eurasienne serait bientôt lancée contre l'Afrique du Nord. Or, le haut commandement eurasien avait lancé son offensive contre l'Inde du Sud et ne s'était pas occupé de l'Afrique du Nord. Il était donc nécessaire de réécrire le paragraphe erroné du discours de Big Brother afin qu'il prédise ce qui était réellement arrivé. De même, le Times du 19 décembre avait publié les prévisions officielles pour la production de différentes sortes de marchandises de consommation au cours du 4e trimestre 1983, qui était en même temps le 6e trimestre du 9e plan triennal. Le journal du jour publiait un état de la production réelle. Il en ressortait que les prévisions avaient été, dans tous les cas, grossièrement erronées. Le travail de Winston était de rectifier les chiffres primitifs pour les faire concorder avec les derniers parus. Quant au 3e message, il se rapportait à une simple erreur, qui pouvait être corrigée en 2 minutes. Il n'y avait pas très longtemps, c'était au mois de février, le ministère de l'Abondance avait publié la promesse, en termes officiels, l'engagement catégorique, de ne pas réduire la ration de chocolat durant l'année 1984. Or, la ration, comme le savait Winston, devait être réduite de 30 à 20 grammes à partir de la fin de la semaine. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de substituer à la promesse primitive l'avis qu'il serait probablement nécessaire de réduire la ration de chocolat dans le courant du mois d'avril. Dès qu'il avait fini de s'occuper de l'un des messages, Winston agrafait ses corrections phonoscriptées au numéro correspondant du Times et les introduisait dans le tube pneumatique. Ensuite, d'un geste autant que possible inconscient, il chiffonnait le message et les notes qu'il avait lui-même faites et les jetait dans le trou de mémoire afin que le tout fût dévoré par les flammes. Que se passait-il dans le labyrinthe où conduisaient les pneumatiques? Winston ne le savait pas en détail, mais il en connaissait les grandes lignes. Lorsque toutes les corrections qu'il était nécessaire d'apporter à un numéro spécial du Times avaient été rassemblées et collationnées, le numéro était réimprimé. La copie originale était détruite et remplacée dans la collection par la copie corrigée. Ce processus de continuelle retouche était appliqué non seulement aux journaux, mais aux livres, périodiques, pamphlets, affiches, prospectus, films, enregistrements sonores, caricatures, photographies. Il était appliqué à tous les genres imaginables de littérature ou de documentation qui pouvaient comporter quelque signification politique ou idéologique. Jour après jour, et presque minute par minute, le passé était mis à jour. On pouvait ainsi prouver, avec documents à l'appui,
que les prédictions faites par le parti s'étaient trouvées vérifiées. Aucune opinion, aucune information ne restait consignée qui aurait pu se trouver en conflit avec les besoins du moment. Et l'histoire tout entière était un palimpseste gratté et réécrit aussi souvent que c'était nécessaire. Le changement effectué, il n'aurait été possible en aucun cas de prouver qu'il y avait eu falsification. La plus grande section du commissariat aux archives, bien plus grande que celle où travaillait Winston, était simplement composée de gens dont la tâche était de rechercher et rassembler toutes les copies de livres, de journaux et autres documents qui avaient été remplacés et qui devaient être détruites. Un numéro du Times pouvait avoir été réécrit une douzaine de fois, soit par suite de changements dans la ligne politique, soit par suite d'erreurs dans les prophéties de Big Brother. Mais il se trouvait encore dans la collection avec sa date primitive. Aucun autre exemplaire n'existait qui pût le contredire. Les livres aussi étaient retirés de la circulation et plusieurs fois réécrits. On les rééditait ensuite sans aucune mention de modification. Même les instructions écrites que recevait Winston et dont il se débarrassait invariablement dès qu'il n'en avait plus besoin, ne déclaraient ou n'impliquaient jamais qu'il s'agissait de faire un faux. Il était toujours fait mention de fautes, d'omissions, d'erreurs typographiques, d'erreurs de citation, qu'il était nécessaire de corriger dans l'intérêt de l'exactitude. À proprement parler, il ne s'agit même pas de falsification, pensa Winston, tandis qu'il rajustait les chiffres du ministère de l'Abondance. Il ne s'agit que de la substitution d'un non-sens à un autre. La plus grande partie du matériel dans lequel on trafiquait n'avait aucun lien avec les données du monde réel. Pas même cette sorte de lien que contient le mensonge direct. Les statistiques étaient aussi fantaisistes dans leur version originale que dans leur version rectifiée. On comptait au premier chef sur les statisticiens eux-mêmes pour qu'ils ne s'en souvinssent plus. Ainsi, le ministère de l'Abondance avait, dans ses prévisions, estimé le nombre de bottes fabriquées dans le trimestre à 145 millions de paires. Le chiffre indiqué par la production réelle était 62 millions. Winston, cependant, en réécrivant les prévisions, donna le chiffre de 57 millions, afin de permettre la déclaration habituelle que les prévisions avaient été dépassées. Dans tous les cas, 62 millions n'étaient pas plus près de la vérité que 57 millions ou que 145 millions. Très probablement, personne ne savait combien, dans l'ensemble, on en avait fabriqué. Il se pouvait également que pas une seule n'ait été fabriquée, et personne, en réalité, ne s'en souciait. Tout ce qu'on savait, c'est qu'à chaque trimestre, un nombre astronomique de bottes était produite, sur le papier, alors que la moitié peut-être de la population de l'Océania marchait pieds nus. Il en était de même pour le report des faits de tous ordres, qu'ils fussent importants ou insignifiants. Tout s'évanouissait dans une ombre dans laquelle, finalement, la date même de l'année devenait incertaine. Winston jeta un coup d'œil à travers la galerie. De l'autre côté, dans la cabine correspondant à la sienne, un petit homme d'aspect méticuleux, au menton bleui, nommé Tillotson, travaillait avec ardeur. Il avait un journal plié sur les genoux et sa bouche était placée tout contre l'embouchure du phonoscript, comme s'il essayait de garder secret entre le télécran et lui ce qu'il disait. Il leva les yeux et ses vers lancèrent un éclair hostile dans la direction de Winston. Winston connaissait à peine Tillotson et n'avait aucune idée de la nature du travail auquel il était employé. Les gens du commissariat aux archives ne parlaient pas volontiers de leur travail. Dans la longue galerie sans fenêtre, où l'on voyait une double rangée de cabines, où l'on entendait un éternel bruit de papier froissé
et le bourdonnement continu des voix qui murmuraient dans les phonoscripts, il y avait bien une douzaine de personnes. Winston ne savait même pas leur nom, bien qu'il les vît chaque jour se dépêcher dans un sens ou dans l'autre, dans les couloirs, ou gesticuler pendant les 2 minutes de la haine. Il savait que, dans la cabine voisine de la sienne, la petite femme rousse peinait, un jour dans l'autre, à rechercher dans la presse et à éliminer les noms des gens qui avaient été vaporisés et qui étaient par conséquent considérés comme n'ayant jamais existé. Il y avait là un certain à-propos, puisque son propre mari, 2 ans plus tôt, avait été vaporisé. Quelques cabines plus loin se trouvait une créature douce, effacée, rêveuse, nommée Ampleforth, qui avait du poil plein les oreilles et possédait un talent surprenant pour jongler avec les rimes et les mètres. Cette Ampleforth était employée à produire des versions inexactes. On les appelait textes définitifs, de poèmes qui étaient devenus idéologiquement offensants, mais que pour une raison ou pour une autre, on devrait conserver dans les anthologies. Et cette galerie, avec ses 50 employés environ, n'était qu'une sous-section, un seul élément, en somme, de l'infinie complexité du commissariat aux archives. Plus loin, au-dessus, au-dessous, il y avait d'autres essaims de travailleurs engagés dans une multitude inimaginable d'activités. Il y avait les immenses ateliers d'impression, avec leurs sous-éditeurs, leurs experts typographes, leurs studios soigneusement équipés pour le trucage des photographies. Il y avait la section des programmes de télévision, avec ses ingénieurs, ses producteurs, ses équipes d'acteurs spécialement choisis pour leur habileté à imiter les voix. Il y avait les armées d'archivistes, dont le travail consistait simplement à dresser les listes des livres et des périodiques qu'il fallait retirer de la circulation. Il y avait les vastes archives où étaient classés les documents corrigés et les fournaises cachées où les copies originales étaient détruites. Et quelque part, absolument anonyme, il y avait les cerveaux directeurs qui coordonnaient tous les efforts et établissaient la ligne politique qui exigeait que tel fragment du passé fût préservé, tel autre falsifié, tel autre encore anéanti. Et le commissariat aux archives n'était lui-même, en somme, qu'une branche du ministère de la Vérité, dont l'activité essentielle n'était pas de reconstruire le passé, mais de fournir aux citoyens de l'Océania des journaux, des films, des manuels, des programmes de télécran, des pièces, des romans, le tout accompagné de toutes sortes d'informations, d'instructions et de distractions imaginables, d'une statue à un slogan, d'un poème lyrique à un traité de biologie et d'un alphabet d'enfant à un nouveau dictionnaire novlangue. De plus, le ministère n'avait pas à satisfaire seulement les besoins du parti. Il avait encore à répéter toute l'opération à une échelle inférieure pour le bénéfice du prolétariat. Il existait toute une suite de départements spéciaux qui s'occupaient, pour les prolétaires, de littérature, de musique, de théâtre et, en général, de délassement. Là, on produisait des journaux stupides qui ne traitaient presque entièrement que de sport, de crime et d'astrologie, de petits romans à 5 francs, des films juteux de sexualité, des chansons sentimentales composées par des moyens entièrement mécaniques sur un genre de kaléidoscope spécial appelé versificateur. Il y avait même une sous-section entière, appelée en novlangue porno-sexe, occupée à produire le genre le plus bas de pornographie. Cela s'expédiait en paquets scellés qu'aucun membre du parti, à part ceux qui y travaillaient, n'avait le droit de regarder. 3 autres messages étaient tombés du tube pneumatique pendant que Winston travaillait. Mais il traitait de questions simples et Winston les avait liquidés avant d'être interrompu par les 2 minutes de la haine. Lorsque la haine eut pris fin, il retourna à sa cellule. Il prit sur une étagère le dictionnaire novlangue, écarta le phonoscript, essuya ses verres
et s'attaqua au travail principal de la matinée. C'est dans son travail que Winston trouvait le plus grand plaisir de sa vie. Ce travail n'était, le plus souvent, qu'une fastidieuse routine. Mais il comprenait aussi des parties si difficiles et si embrouillées que l'on pouvait s'y perdre autant que dans la complexité d'un problème de mathématiques. Il y avait de délicats morceaux de falsification où l'on n'avait pour se guider que la connaissance des principes Hank-Sock et sa propre estimation de ce que le parti attendait de vous. Winston était bon dans cette partie. On lui avait même parfois confié la rectification d'articles de fond du journal Le Times, qui était écrit entièrement en novlangue. Il déroula le message qu'il avait mis de côté plus tôt. Ce message était ainsi libellé. Times 3-12-83, report, ordre, jour, bébé, plus non satisf, ref, non être, réécrire entier, soum au, avant classement. En ancien langage, en anglais ordinaire, cela pouvait se traduire ainsi. Le compte-rendu de l'ordre du jour de Big Brother, dans le numéro du journal Le Times du 3 décembre 1983, est extrêmement insatisfaisant et fait allusion à des personnes non existantes. Réécrire en entier et soumettre votre projet aux autorités compétentes avant d'envoyer au classement. Winston parcourut l'article incriminé. L'ordre du jour de Big Brother avait, semblait-il, principalement consisté en éloges adressés à une organisation connue sous les initiales CCFF, qui fournissait des cigarettes et autres douceurs aux marins des forteresses flottantes. Un certain camarade Weavers, membre éminent du parti intérieur, avait été distingué, spécialement cité et décoré de la seconde classe de l'ordre du mérite insigne. 3 mois plus tard, le CCFF avait brusquement été dissous. Aucune raison n'avait été donnée de cette dissolution. On pouvait présumer que Weavers et ses associés étaient alors en disgrâce, mais il n'y avait eu aucun commentaire de l'événement dans la presse ou au télécran. Ce n'était pas étonnant, car il était rare que les criminels politiques fussent jugés ou même publiquement dénoncés. Les grandes épurations embrassant des milliers d'individus, accompagnées du procès public de traîtres et de criminels de la pensée, qui faisaient d'abjectes confessions de leurs crimes et étaient ensuite exécutés, étaient des spectacles spéciaux, montés environ une fois tous les 2 ans. Plus communément, les gens qui avaient encouru le déplaisir du parti disparaissaient simplement, et on n'entendait plus jamais parler d'eux. On n'avait jamais le moindre indice sur ce qui leur était advenu. Dans quelques cas, ils pouvaient même ne pas être morts. Il y avait 30 individus, personnellement connus de Winston, qui, sans compter ses parents, avaient disparu à une époque ou à une autre. Winston se gratta doucement le nez avec un trombone. Dans la cabine d'en face, le camarade Tillotson, ramassé sur son phonoscript, y déversait encore des secrets. Il leva un moment la tête. Même éclair hostile des lunettes. Winston se demanda si le camarade Tillotson faisait en ce moment le même travail que lui. C'était parfaitement plausible. Un travail si délicat n'aurait pu être confié à une seule personne. D'autre part, le confier à un comité eût été admettre ouvertement qu'il s'agissait d'une falsification. Il y avait très probablement, en cet instant, une douzaine d'individus qui rivalisaient dans la fabrication de versions sur ce qu'avait réellement dit Big Brother. Quelques cerveaux directeurs du parti intérieur sélectionneraient ensuite une version ou une autre, la feraient rééditer et mettraient en mouvement le complexe processus de contre-correction et d'anté-référence qu'entraînerait ce choix. Le mensonge choisi passerait ensuite aux archives et deviendrait vérité permanente. Winston ne savait pas pourquoi Weavers avait été disgracié. Peut-être était-ce pour corruption ou incompétence. Peut-être Big Brother s'était-il simplement débarrassé d'un subordonné trop populaire. Peut-être Weavers ou un de ses proches
avait-il été suspect de tendances hérétiques? Ou, ce qui était plus probable, c'était arrivé simplement parce que les épurations et les vaporisations font nécessairement partie du mécanisme de l'État. Le seul indice réel reposait sur les mots « ref » non-être, qui indiquaient que Weavers était actuellement mort. On ne pouvait toujours présumer que tel était le cas chaque fois que des gens étaient arrêtés. Quelquefois, ils étaient relâchés et on leur permettait de rester en liberté pendant 1 an ou même 2 avant de les exécuter. Parfois, très rarement, un individu qu'on avait cru mort depuis longtemps réapparaissait comme un fantôme dans quelque procès public, impliquait par son témoignage une centaine d'autres personnes, puis disparaissait, cette fois pour toujours. Weavers, cependant, était déjà un non-être. Il n'existait pas, il n'avait jamais existé. Winston décida qu'il ne serait pas suffisant de se borner à inverser le sens de l'allocution de Big Brother. Il valait mieux la faire rouler sur un sujet sans aucun rapport avec le sujet primitif. Il aurait pu faire de ce discours l'habituelle dénonciation des traîtres et des criminels par la pensée, mais ce serait trop flagrant. Inventer une victoire sur le front ou quelque triomphe de la surproduction dans le 9e plan triennal compliquerait trop le travail des archives. Ce qu'il fallait, c'était un morceau de pure fantaisie. L'image, toute prête, d'un certain camarade Ogilvy, qui serait récemment mort à la guerre en d'héroïques circonstances, lui vint soudain à l'esprit. En effet, Big Brother, en certaines circonstances, consacrait son ordre du jour à la glorification de quelque humble et simple soldat, membre du parti, dont la vie aussi bien que la mort offrait un exemple digne d'être suivi. Cette fois, Big Brother glorifiait le camarade Ogilvy. À la vérité, il n'y avait pas de camarade Ogilvy, mais quelques lignes imprimées et 2 photographies maquillées l'amèneraient à exister. Winston réfléchit un moment, puis rapprocha de lui le phonoscript et se mit à dicter dans le style familier à Big Brother. Un style à la fois militaire et pédant, facile à imiter à cause de l'habitude de Big Brother de poser des questions et d'y répondre tout de suite. « Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce fait, camarades ? La leçon, qui est aussi un des principes fondamentaux de Langsock, que... » et ainsi de suite. À 3 ans, le camarade Ogilvy refusait tous les jouets. Il n'acceptait qu'un tambour, une mitraillette et un hélicoptère en miniature. À 6 ans, une année à l'avance, par une dispense toute spéciale, il rejoignait les espions. À 9, il était chef de groupe. À 11, il dénonçait son oncle à la police de la pensée. Il avait entendu une conversation dont les tendances lui avaient paru criminelles. À 17 ans, il était moniteur d'une section de la Ligue anti-sexe des juniors. À 19 ans, il inventait une grenade à main qui était adoptée par le ministère de la Paix. Au premier essai, cette grenade tuait d'un coup 30 prisonniers eurasiens. À 23 ans, il était tué en service commandé. Poursuivi par des chasseurs ennemis, alors qu'il survolait l'océan Indien avec d'importantes dépêches, il s'était lesté de sa mitrailleuse et il avait sauté, avec les dépêches et tout, de l'hélicoptère dans l'eau profonde. C'était une fin, disait Big Brother, qu'il était impossible de contempler sans un sentiment d'envie. Big Brother ajoutait quelques remarques sur la pureté et la rectitude de la vie du camarade Ogilvy. Il avait renoncé à tout alcool, même au vin et à la bière. Il ne fumait pas, il ne prenait aucune heure de récréation, sauf celle qu'il passait chaque jour au gymnase. Il avait fait vœu de célibat. Le mariage et le soin d'une famille étaient, pensait-il, incompatibles avec un dévouement de 24 heures par jour au devoir. Il n'avait comme sujet de conversation que les principes de Langsock. Rien dans la vie ne l'intéressait que la défaite de l'armée eurasienne et la chasse aux espions, aux saboteurs, aux criminels par la pensée, aux traîtres en général. Winston débattit s'il accorderait au camarade Ogilvy l'ordre du mérite insigne. Il décida que non, à cause du supplémentaire renvoi aux références
que cette récompense aurait entraîné. Il regarda une fois encore son rival de la cabine d'en face. Quelque chose lui disait que certainement Tillotson était occupé à la même besogne que lui. Il n'y avait aucun moyen de savoir quelle rédaction serait finalement adoptée, mais il avait la conviction profonde que ce serait la sienne. Le camarade Ogilvy, inexistant une heure plus tôt, était maintenant une réalité. Une étrange idée frappa Winston. On pouvait créer des morts, mais il était impossible de créer des vivants. Le camarade Ogilvy, qui n'avait jamais existé dans le présent, existait maintenant dans le passé. Et quand la falsification serait oubliée, son existence aurait autant d'authenticité, autant d'évidence que celle de Charlemagne ou de Jules César. Chapitre 5. Dans la cantine au plafond bas, située dans un sous-sol profond, la queue pour le lunch avançait lentement par saccades. La pièce était déjà comble et le bruit assourdissant. À travers le grillage du comptoir, la fumée du ragoût se répandait avec une aigre odeur métallique qui ne couvrait pas entièrement le fumet du gin de la Victoire. À l'extrémité de la pièce, il y avait un petit bar. C'était un simple trou dans le mur où l'on pouvait acheter du gin à 10 cents le grand verre à liqueur. « Voilà tout juste l'homme que je cherchais », dit une voix derrière Winston. Celui-ci se retourna. C'était son ami Sim, qui travaillait au service des recherches. Peut-être ami n'était-il pas tout à fait le mot juste. On n'avait pas d'amis à l'heure actuelle, on avait des camarades. Mais il y avait des camarades dont la société était plus agréable que celle des autres. Sim était un philologue, un spécialiste en novlangue. À la vérité, il était un des membres de l'énorme équipe d'experts occupés alors à compiler la 11e édition du dictionnaire novlangue. C'était un garçon minuscule, plus petit que Winston, aux cheveux noirs, aux yeux grands et globuleux, triste et ironique à la fois. Il paraissait scruter de près, en parlant, le visage de ceux à qui il s'adressait. « Je voulais vous demander si vous avez des lames de rasoir, » dit-il. « Pas une, » répondit Winston, avec une sorte de hâte qui dissimulait un sentiment de culpabilité. « J'ai cherché partout, il n'en existe plus. » Tout le monde demandait des lames de rasoir. Il en avait actuellement 2 neuves qu'il gardait précieusement. Depuis des mois, une dizaine de lames sévissaient. Il y avait toujours quelques articles de première nécessité que les magasins du parti étaient incapables de fournir. Parfois, c'étaient les boutons, parfois la laine à repriser. D'autres fois, c'étaient les lacets de souliers. C'étaient maintenant les lames de rasoir qui manquaient. On ne pouvait mettre la main dessus, quand on y arrivait, qu'en trafiquant, plus ou moins en cachette, au marché libre. « Il y a 6 semaines que je me sers de la même lame, » ajouta Winston, qui mentait. La queue avançait d'une autre saccade. Lorsqu'elle s'arrêta, Winston se retourna encore vers Sim. Chacun d'eux préleva, dans une pile qui se trouvait au bord du comptoir, un plateau de métal graisseux. « Êtes-vous allé voir hier la pendaison des prisonniers ?» demanda Sim. « Je travaillais, » répondit Winston avec indifférence. « Je verrai cela au télécran, je pense. »« C'est un succès d'année tout à fait insuffisant, » dit Sim. Ses yeux moqueurs dévisageaient Winston. « Je vous connais, » semblait-il dire. « Je vous perce à jour. Je sais parfaitement pourquoi vous n'êtes pas allé voir ces prisonniers. » Intellectuellement, Sim était d'une orthodoxie venimeuse. Il pouvait parler, avec une désagréable jubilation satisfaite, des raids d'hélicoptères sur les villages ennemis, des procès et des confessions des criminels de la pensée, des exécutions dans les caves du ministère de l'amour. Pour avoir avec lui une conversation agréable, il fallait avant tout l'éloigner de tels sujets et le pousser, si possible, à parler de la technicité du novlangue, matière dans laquelle il faisait autorité et se montrait intéressant. Winston tourna légèrement la tête
pour éviter le regard scrutateur des grands yeux sombres. « C'était une belle pendaison, » dit Sim, qui revoyait le spectacle. « Mais je trouve qu'on l'a gâché en attachant les pieds. J'aime les voir frapper du pied. J'aime surtout, à la fin, voir la langue se projeter toute droite et bleue, d'un bleu éclatant. Ce sont ces détails-là qui m'attirent. »« Au suivant, s'il vous plaît !» glapit la prolétaire en tablier bleu qui tenait une louche. Winston et Sim passèrent leur plateau sous le grillage. Sur chacun furent rapidement amoncelés les éléments du déjeuner réglementaire. Un petit bol en métal plein d'un ragoût d'un gris rosâtre, un quignon de pain, un carré de fromage, une timbale de café de la Victoire, sans lait, et une tablette de saccharine. « Il y a une table là-bas, sous le télécran, » dit Sim. « Nous prendrons un gin en passant. » Le gin leur fut servi dans des tasses chinoises sans anse. Ils se faufilèrent à travers la salle encombrée et déchargèrent leur plateau sur la surface métallique d'une table. Sur un coin de cette table, quelqu'un avait laissé une plaque de ragoût, immonde brouet liquide qui ressemblait à une vomissure. Winston saisit sa tasse de gin, s'arrêta un instant pour prendre son élan et avala le liquide médicamenteux à goût d'huile. Des larmes lui firent clignoter les yeux. Il s'aperçut soudain, quand il les eut essuyés, qu'il avait faim. Il se mit à avaler des cuillerées de ce ragoût qui montrait, au milieu d'une abondante lavasse, des cubes d'une spongieuse substance rosâtre qui était probablement une préparation de viande. Aucun d'eux ne parla avant qu'ils n'eussent vidé leur récipient. À la table qui se trouvait à gauche, un peu en arrière de Winston, quelqu'un parlait avec volubilité, sans arrêt. C'était un baragouinage discordant presque analogue à un caquetage d'un canard qui perçait à travers le vacarme ambiant. « Comment va le dictionnaire ?» demanda Winston en élevant la voix pour dominer le bruit. « Lentement, » répondit Sim. « J'en suis aux adjectifs. C'est fascinant. » Le visage de Sim s'était immédiatement éclairé au seul mot de dictionnaire. Il poussa de côté le récipient qui avait contenu le ragoût, prit d'une main délicate son quignon de pain, de l'autre son fromage, et se pencha au-dessus de la table pour se faire entendre sans crier. « La 11e édition est l'édition définitive, » dit-il. « Nous donnons aux novlangues sa forme finale, celle qu'il aura quand personne ne parlera plus une autre langue. Quand nous aurons terminé, les gens comme vous devront le réapprendre entièrement. » Vous croyez, n'est-ce pas, que notre travail principal est d'inventer des mots nouveaux? Pas du tout. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. La 11e édition ne renfermera pas un seul mot qui puisse vieillir avant l'année 2050. Il mordit dans son pain avec appétit, avala 2 bouchées, puis continua à parler avec une sorte de pédantisme passionné. Son mince visage brun s'était animé, ses yeux avaient perdu leur expression moqueuse et étaient devenus rêveurs. « C'est une belle chose, la destruction des mots. Naturellement, c'est dans les verbes et les adjectifs qu'il y a le plus de déchets, mais il y a des centaines de noms dont on peut aussi se débarrasser. Pas seulement les synonymes, il y a aussi les antonymes. Après tout, quelle raison d'exister y a-t-il pour un mot qui n'est que le contraire d'un autre? Les mots portent en eux-mêmes leur contraire. Prenez « bon » par exemple. Si vous avez un mot comme « bon », quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme « mauvais » ? Un « bon » fera tout aussi bien, mieux même, parce qu'il est l'opposé exact de « bon », ce que n'est pas l'autre mot. Et si l'on désire un mot plus fort que « bon », quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vagues et inutiles comme « excellent », « splendide » et tout le reste? Plus bon englobe le sens de tous ces mots, et, si l'on veut un mot encore plus fort, il y a double plus bon. Naturellement, nous employons déjà ces formes, mais dans la version définitive du novlangue, il n'y aura plus rien d'autre. En résumé, la notion complète du bon et du mauvais sera couverte par 6 mots seulement, en réalité un seul mot.
Voyez-vous, Winston, l'originalité de cela? Naturellement, ajouta-t-il après coup, l'idée vient de Big Brother. Au nom de Big Brother, une sorte d'ardeur froide flotta sur le visage de Winston. Sim, néanmoins, perçut immédiatement un certain manque d'enthousiasme. « Vous n'appréciez pas réellement le novlangue, Winston, » dit-il presque tristement. « Même quand vous écrivez, vous pensez en ancien langue. J'ai lu quelques-uns des articles que vous écrivez parfois dans le Times. Ils sont assez bons, mais ce sont des traductions. Au fond, vous auriez préféré rester fidèle à l'ancien langage, à son imprécision et ses nuances inutiles. Vous ne saisissez pas la beauté qu'il y a dans la destruction des mots. Savez-vous que le novlangue est la seule langue dont le vocabulaire diminue chaque année? Winston l'ignorait, naturellement. Il sourit avec sympathie, du moins il l'espérait, car il n'osait se risquer à parler. Sim prit une autre bouchée de pain noir, la mâcha rapidement et continua. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot dont le sens sera délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. Déjà, dans la 11e édition, nous ne sommes pas loin de ce résultat. Mais le processus continuera encore longtemps après que vous et moi nous serons morts. Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Il n'y a plus, dès maintenant, c'est certain, d'excuses ou de raisons au crime par la pensée. C'est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais même cette discipline sera inutile en fin de compte. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. Le novlangue est Langsoc et Langsoc est le novlangue, ajouta-t-il avec une sorte de satisfaction mystique. Vous est-il jamais arrivé de penser, Winston, qu'en l'année 2050, au plus tard, il n'y aura pas un seul être humain vivant capable de comprendre une conversation comme celle que nous tenons maintenant? Sauf, commença Winston avec un accent dubitatif, mais il s'interrompit. Il avait sur le bout de la langue les mots « sauf les prolétaires ». Mais il se maîtrisa. Il n'était pas absolument certain que cette remarque fût tout à fait orthodoxe. Sim, cependant, avait deviné ce qu'il allait dire. « Les prolétaires ne sont pas des êtres humains, » dit-il négligemment. « Vers 2050, plus tôt probablement, toute connaissance de l'ancienne langue aura disparu. Toute la littérature du passé aura été détruite. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron n'existeront plus qu'en version novlangue. Ils ne seront pas changés simplement en quelque chose de différent, ils seront changés en quelque chose qui sera le contraire de ce qu'ils étaient jusque-là. Même la littérature du parti changera. Même les slogans changeront. Comment pourrait-il y avoir une devise comme « la liberté, c'est l'esclavage » alors que le concept même de la liberté aura été aboli? Le climat total de la pensée sera autre. En fait, il n'y aura pas de pensée telle que nous la comprenons maintenant. Orthodoxie signifie non-pensant, qui n'a pas besoin de penser. L'orthodoxie, c'est l'inconscience. Un de ces jours, pensa soudain Winston avec une conviction certaine, Sim sera vaporisé. Il est trop intelligent. Il voit trop clairement et parle trop franchement. Le parti n'aime pas ces individus-là. Un jour, il disparaîtra. C'est écrit sur son visage. Winston avait fini son pain et son fromage. Il se tourna un peu de côté sur sa chaise pour boire son café. À la table qui se trouvait à sa gauche, l'homme à la voix stridente continuait impitoyablement à parler. Une jeune femme, qui était peut-être sa secrétaire et qui tournait le dos à Winston, l'écoutait et semblait approuver avec ardeur tout ce qu'il disait. De temps en temps, Winston saisissait quelques remarques comme « Je pense que vous avez raison à un tel point. Si vous saviez comme je vous approuve » émise d'une voix féminine jeune et plutôt sotte. Mais l'autre ne s'arrêtait jamais, même quand la fille parlait.
Winston connaissait l'homme de vue. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il occupait un poste important au commissariat au roman. C'était un homme d'environ 30 ans, au cou musclé, à la bouche large et frémissante. Sa tête était légèrement rejetée en arrière et, à cause de l'angle sous lequel il était assis, ses lunettes réfractaient la lumière et présentaient, à la place des yeux, 2 disques vides. Ce qui était légèrement horrible, c'est qu'il était presque impossible de distinguer un seul mot du flot de paroles qui se déversait de sa bouche. Une fois seulement, Winston perçut une phrase. « Complète et finale élimination de Goldstein », lancée brusquement, avec volubilité et d'un bloc, semblait-il, comme une ligne de caractères typographiques composée pleine. Le reste n'était qu'un bruit, qu'un caquetage. Pourtant, bien qu'on ne pût entendre, on ne pouvait avoir aucun doute sur la nature générale de ce que disait l'homme. Peut-être dénonçait-il Goldstein et demandait-il des mesures plus sévères contre les criminels par la pensée et les saboteurs. Peut-être fulminait-il contre les atrocités de l'armée eurasienne. Peut-être encore glorifiait-il Big Brother et les héros du front de Malabar. Peu importait. Quel que fût le sujet de sa conversation, on pouvait être sûr que tous les mots en étaient d'une pure orthodoxie, d'un pur Hancock. Tandis qu'il regardait le visage sans yeux, dont la mâchoire manœuvrait rapidement dans le sens vertical, Winston avait l'étrange impression que cet homme n'était pas un être humain réel, mais quelque chose comme un mannequin articulé. Ce n'était pas le cerveau de l'homme qui s'exprimait, c'était son larynx. La substance qui sortait de lui était faite de mots, mais ce n'était pas du langage dans le vrai sens du terme, c'était un bruit émis en état d'inconscience, comme le caquetage d'un canard. Sim, depuis un moment, était silencieux et traçait des dessins avec le manche de sa cuillère dans la flaque de ragoût. La voix, à l'autre table, continuait son caquetage volubile, aisément audible en dépit du vacarme environnant. « Il y a un mot en novlangue, dit Sim. Je ne sais si vous le connaissez. Canlangue, caquetage du canard. C'est un de ces mots intéressants qui ont 2 sens opposés. Appliqué à un adversaire, c'est une insulte. Adressé à quelqu'un avec qui l'on est d'accord, c'est un éloge. Indubitablement, Sim sera vaporisé, pensa de nouveau Winston. Il le pensa avec une sorte de tristesse, bien qu'il sût que Sim le méprisait et éprouvait pour lui une légère antipathie. Sim était parfaitement capable de le dénoncer comme criminel par la pensée s'il voyait une raison quelconque de le faire. Il y avait quelque chose qui clochait subtilement chez Sim. Quelque chose lui manquait. Il manquait de discrétion, de réserve, d'une sorte de stupidité restrictive. On ne pouvait dire qu'il ne fût pas orthodoxe. Il croyait au principe de Hancock. Il vénérait Big Brother. Il se réjouissait des victoires. Il détestait les hérétiques, et pas simplement avec sincérité, mais avec une sorte de zèle incessant, un savoir chaque jour révisé dont n'approchaient pas les membres ordinaires du parti. Cependant, une équivoque et bizarre atmosphère s'attachait à lui. Il disait des choses qu'il aurait mieux valu taire. Il avait lu trop de livres, il fréquentait le café du Châtaignier, rendez-vous des peintres et des musiciens. Il n'y avait pas de loi, même pas de loi verbale qui défendît de fréquenter le café du Châtaignier. Cependant, y aller constituait en quelque sorte un mauvais présage. Les vieux meneurs discrédités du parti avaient l'habitude de se réunir là avant qu'ils fussent finalement emportés par l'épuration. Goldstein lui-même, disait-on, avait parfois été vu là, il y avait des dizaines d'années. Le sort de Sim n'était pas difficile à prévoir. C'était un fait, pourtant, que s'il soupçonnait, ne fût-ce que 3 secondes, la nature des opinions de Winston, il le dénoncerait instantanément à la police de la pensée. Ainsi, d'ailleurs, ferait n'importe qui.
mais Sim plus sûrement que tout autre. Ce zèle, cependant, était insuffisant. La suprême orthodoxie était l'inconscience. Sim leva les yeux. « Voilà Parsons, dit-il. » Quelque chose dans le son de sa voix sembla ajouter « Ce bougre d'imbécile !» Parsons, colocataire de Winston au bloc de la Victoire, se faufilait en effet à travers la salle. C'était un gros homme de taille moyenne, aux cheveux blonds et au visage de grenouille. À 35 ans, il prenait déjà de la graisse et montrait des rouleaux au cou et à la taille, mais ses gestes étaient vifs et puérils. Toute son apparence rappelait celle d'un petit garçon trop poussé, si bien qu'en dépit de la combinaison réglementaire qu'il portait, il était presque impossible de l'imaginer autrement que vêtu du short bleu, de la chemise grise et du foulard rouge des espions. Lorsqu'on l'évoquait, on se représentait toujours des genoux à fossettes et des manches roulées sur des avant-bras dodus. Parsons, en fait, revenait invariablement au short chaque fois qu'une sortie collective ou une autre activité physique lui en fournissait le prétexte. Il les salua tous deux d'un joyeux « Hola !» et s'assit à leur table. Il dégageait une forte odeur de sueur. Des gouttes recouvraient tout son visage rosé. Son pouvoir de transpiration était extraordinaire. Au centre communautaire, on pouvait toujours, par l'humidité du manche de la raquette, savoir s'il avait joué au ping-pong. Sim avait sorti une bande de papier sur laquelle il y avait une longue colonne de mots et il étudiait, un crayon à encre à la main. « Regardez-le travailler à l'heure du déjeuner, » dit Parsons en poussant Winston du coude. « C'est du zèle, hein ?»« Qu'est-ce que vous avez là, vieux frère ? Quelque chose d'un peu trop savant pour moi, je suppose. »« Smith, mon vieux, je vais vous dire pourquoi je vous poursuis. C'est à cause de cette cotisation que vous avez oublié de me payer. »« Quelle cotisation ?» demanda Winston, en se tâtant les poches automatiquement pour trouver de la monnaie. Un quart environ du salaire de chaque individu était réservé aux souscriptions volontaires, lesquelles étaient si nombreuses qu'il était difficile d'en tenir une comptabilité. Pour la semaine de la haine, on collecte maison par maison. Vous savez ce que c'est ? Je suis le trésorier de notre immeuble. Nous faisons un effort prodigieux. Nous allons pouvoir en mettre plein la vue. Ce ne sera pas ma faute, je vous le dis, si ce vieux bloc de la Victoire n'a pas le plus bel assortiment de drapeaux de toute la rue. C'est $2 que vous m'avez promis. Winston trouva $2 graisseux et sales qu'il tendit à Parsons. Celui-ci, de l'écriture nette des illettrés, nota le montant de la somme sur un petit carnet. « À propos, vieux, dit-il, on m'a raconté que mon petit coquin de garçon a lâché sur vous hier un coup de son lance-pierre. Je lui ai pas mal lavé la tête. En fait, je lui ai dit que je lui enlèverais son engin s'il recommençait. » Je crois qu'il était un peu bouleversé de ne pas aller à l'exécution, dit Winston. « Ah oui, je veux dire, il montre un bon esprit, n'est-ce pas? Des petits galopins, bien turbulents, tous les deux. Mais vous parlez d'une ardeur. Ils ne pensent qu'aux espions. À la guerre aussi, naturellement. Savez-vous ce qu'a fait mon numéro de petite fille samedi dernier, quand elle était avec sa troupe sur la route de Buckhampstead? Elle et 2 autres petites filles se sont échappées pendant la marche. Elles ont passé tout l'après-midi, figurez-vous, à suivre un type. Pendant 2 heures, elles n'ont pas quitté ses talons, droit dans le bois, et, quand elles sont arrivées à Amersham, elles l'ont fait prendre par une patrouille. « Pourquoi ont-elles fait cela ?» demanda Winston un peu abasourdi. Parsons continua sur un ton triomphant. La gosse était convaincue qu'il était une sorte d'agent de l'ennemi. Il avait pu être parachuté, par exemple. Mais là est le point, mon vieux. Qu'est-ce que vous croyez qui a en premier lieu éveillé ses soupçons? Elle avait remarqué qu'il portait de drôles de chaussures. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu personne porter des chaussures pareilles. Il y avait donc des chances pour qu'il soit un étranger. Assez fort, pas? Pour une gamine de 7 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme? Demanda Winston. Ça, je ne pourrais pas vous le dire, naturellement, mais je ne serais pas du tout surpris si... Ici, Parsons fit le geste d'épauler un fusil et fit claquer sa langue pour imiter la détonation. « Bien, » dit Sim distraitement, sans lever les yeux de sa bande de papier. « Naturellement,
Nous devons nous méfier de tout, convint Winston. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes en guerre, dit Parsons. Comme pour confirmer ces mots, un appel de clairon fut lancé du télécran juste au-dessus de leur tête. Cette fois, pourtant, ce n'était pas la proclamation d'une victoire militaire, mais simplement une annonce du ministère de l'Abondance. « Camarades !» cria une jeune voix ardente. « Attention, camarades, nous avons une grande nouvelle pour vous. Nous avons gagné la bataille de la production. Les statistiques, maintenant complètes, du rendement dans tous les genres de produits de consommation montrent que le standard de vie s'est élevé de rien moins que 20% au-dessus du niveau de celui de l'année dernière. Il y a eu ce matin, dans tout l'Océania, d'irrésistibles manifestations spontanées de travailleurs qui sont sortis des usines et des bureaux et ont défilé avec des bannières dans les rues. Ils criaient leur gratitude à Big Brother pour la vie nouvelle et heureuse que sa sage direction nous a procurée. Voici quelques-uns des chiffres obtenus. Denrées alimentaires. La phrase « Notre vie nouvelle et heureuse » revint plusieurs fois. C'était, depuis peu, une phrase favorite du ministère de l'Abondance. Parsons, son attention éveillée par l'appel du clairon, écoutait bouche bée avec une sorte de solennité, de pieux ennui. Il ne pouvait suivre les chiffres, mais il n'ignorait pas qu'ils étaient une cause de satisfaction. Il avait sorti une pipe énorme et sale, déjà bourrée à moitié de tabac noirci. Avec la ration de 100 grammes par semaine de tabac, il était rarement possible de remplir une pipe jusqu'au bord. Winston fumait une cigarette de la Victoire qu'il tenait soigneusement horizontale. La nouvelle ration ne serait pas distribuée avant le lendemain, et il ne lui restait que 4 cigarettes. Il avait pour l'instant fermé ses oreilles au bruit de la salle et écoutait les balivernes qui ruisselaient du télécran. Il apparaissait qu'il y avait même eu des manifestations pour remercier Big Brother d'avoir augmenté jusqu'à 20 grammes par semaine la ration de chocolat. Et ce n'est qu'hier, réfléchit-il, qu'on a annoncé que la ration allait être réduite à 20 grammes par semaine. Est-il possible que les gens avalent cela après 24 heures seulement? Oui, ils l'avalaient. Parsons l'avalait facilement, avec une stupidité animale. La créature sans yeux, de l'autre table, l'avalait passionnément, fanatiquement, avec un furieux désir de traquer, de dénoncer et de vaporiser quiconque s'aviserait de suggérer que la ration était de 30 grammes. Il n'y avait de cela qu'une semaine. Sim, lui aussi, avalait cela, par des cheminements, toutefois, plus complexes qui impliquaient la double pensée. Winston était-il donc le seul à posséder une mémoire? Les fabuleuses statistiques continuaient à couler du télécran. Comparativement à l'année précédente, il y avait plus de nourriture, plus de maisons, plus de meubles, plus de casseroles, plus de combustible, plus de navires, plus d'hélicoptères, plus de livres, plus de bébés. Plus de tout, en dehors de la maladie, du crime et de la démence. D'année en année, de minute en minute, tout, les choses, les gens, tout s'élevait dans un bourdonnement. Winston, comme Sim l'avait fait plus tôt, avait pris sa cuillère et barbotait dans la sauce pâle qui coulait sur la table. Il étirait en un dessin une longue bande de cette sauce et songeait avec irritation aux conditions matérielles de la vie. Est-ce qu'elle avait toujours été ainsi? Est-ce que la nourriture avait toujours eu ce goût-là? Il jeta un regard circulaire dans la cantine. Une salle comble, au plafond bas, aux murs salis par le contact de corps innombrables. Des tables et des chaises de métal cabossées, placées si près les unes des autres que les coudes des gens se touchaient. Des cuillères tordues, des plateaux bosselés, de grossières tasses blanches. Toutes les surfaces graisseuses et de la crasse dans toutes les fentes. Une odeur composite et aigre de mauvais gin, de mauvais café, de ragoût métallique et de vêtements sales. On avait toujours dans l'estomac et dans la peau une sorte de protestation, la sensation qu'on avait été dupé, dépossédé de quelque chose à quoi on avait droit. Il était vrai que Winston ne se souvenait de rien qui fût très différent.
À aucune époque dont il pût se souvenir avec précision, il n'y avait eu tout à fait assez à manger. On n'avait jamais eu de chaussettes ou de sous-vêtements qui ne fussent pleins de trous. Le mobilier avait toujours été bosselé et branlant, les pièces insuffisamment chauffées, les rames de métro bondées, les maisons délabrées, le pain noir. Le thé était une rareté, le café avait un goût d'eau sale, les cigarettes étaient en nombre insuffisant. Rien n'était bon marché et abondant, à part le gin synthétique. Cet état de choses devenait plus pénible à mesure que le corps vieillissait, mais, de toute façon, que quelqu'un fût écœuré par l'inconfort, la malpropreté et la pénurie, par les interminables hivers, par les chaussettes gluantes, les ascenseurs qui ne marchaient jamais, l'eau froide, le savon gréseux, les cigarettes qui tombaient en morceaux, les aliments infects au goût étrange, n'était-ce pas un signe que l'ordre naturel des choses était violé? Pourquoi avait-il du mal à supporter la vie actuelle, si ce n'est qu'il y avait une sorte de souvenir ancestral d'une époque où tout était différent? Encore une fois, Winston fit du regard le tour de la cantine. Presque tous étaient laids, et ils auraient encore été laids, même s'ils avaient été vêtus autrement que de la combinaison bleue d'uniforme. À l'extrémité de la pièce, assis seul à une table, un petit homme, qui ressemblait curieusement à un scarabée, buvait une tasse de café. Ses petits yeux lançaient des regards soupçonneux de chaque côté. Comme il est facile, à condition d'éviter de regarder autour de soi, pensa Winston, de croire que le type physique idéal fixé par le parti existait, et même prédominait. Garçon grand et musclé, fille à la poitrine abondante, blond, plein de vitalité, bronzé par le soleil, insouciant. Actuellement, autant qu'il pouvait en juger, la plupart des gens de la première région aérienne étaient petits, bruns et disgracieux. Il était curieux de constater combien le type scarabée proliférait dans les ministères. On y voyait de petits hommes courteaux qui, très tôt, devenaient corpulents. Ils avaient de petites jambes, des mouvements rapides et précipités, des visages gras sans expression, de très petits yeux. C'était le type qui semblait prospérer le mieux sous la domination du parti. L'annonce du ministère de l'Abondance s'acheva sur un autre appel de clairon et fit place à une musique criarde. Parsons, que le bombardement des chiffres avait animé d'un vague enthousiasme, enleva sa pipe de sa bouche. « Le ministère de l'Abondance a certainement fait du bon travail cette année, » dit-il, en secouant la tête d'un air entendu. « À propos, vieux Smith, je suppose que vous n'avez aucune lame de rasoir à me céder. »« Pas une, » répondit Winston. « Il y a 6 semaines que je me sers de la même lame moi-même. »« Ah bon, je voulais seulement tenter ma chance, vieux. »« Je regrette, » dit Winston. La voix cancanante, à l'autre table, momentanément réduite au silence pendant l'annonce du ministère, avait recommencé à se faire entendre plus forte que jamais. Winston se surprit soudain à penser à Madame Parsons. Il revoyait ses cheveux en mèche, la poussière des plis de son visage. D'ici 2 ans, ses enfants la dénonceraient à la police de la pensée. Madame Parsons serait vaporisée. Sim serait vaporisé. Winston serait vaporisé. O'Brien serait vaporisé. D'autre part, Parsons, lui, ne serait jamais vaporisé. La créature sans yeux à la voix de canard ne serait jamais vaporisée. Les petits hommes scarabées qui se hâtaient avec tant d'agilité dans le labyrinthe des couloirs du ministère ne seraient jamais, eux non plus, vaporisés. Et la fille aux cheveux noirs, la fille du commissariat au roman, elle non plus, ne serait jamais vaporisée. Il semblait à Winston qu'il savait, instinctivement, qui survivrait et qui périrait, bien qu'il ne fût pas facile de dire quel élément entraînait la survivance. Il sortit à ce moment de sa rêverie avec un violent sursaut. La fille assise à la table voisine s'était à demi retournée et le regardait. C'était la fille aux cheveux noirs. Elle le regardait du coin de l'œil, mais avec une curieuse intensité.
Dès que leurs regards se rencontrèrent, elle détourna les yeux. Winston eut le dos mouillé de sueur. Un horrible frisson de terreur l'étreignit. La souffrance disparut presque aussitôt, mais non sans laisser une sorte de malaise irritant. Pourquoi le surveillait-elle? Pourquoi s'obstinait-elle à le poursuivre? Il ne pouvait malheureusement pas se rappeler si elle était déjà à cette table quand il était arrivé ou si elle y était venue après. Mais la veille, de toute façon, elle s'était assise immédiatement derrière lui quand il n'y avait pour cela aucune raison. Très probablement, son but réel avait été de l'écouter pour savoir s'il criait assez fort. Sa première idée lui revint. Elle n'était probablement pas réellement un membre de la police de la pensée, mais c'était précisément l'espion amateur qui était le plus à craindre de tous. Il ne savait pas depuis combien de temps elle le regardait. Peut-être était-ce depuis 5 bonnes minutes, et il était possible que Winston n'ait pas maîtrisé complètement l'expression de son visage. Il était terriblement dangereux de laisser les pensées s'égarer quand on était dans un lieu public ou dans le champ d'un télécran. La moindre des choses pouvait vous trahir. Un tic nerveux, un inconscient regard d'anxiété, l'habitude de marmonner pour soi-même, tout ce qui pouvait suggérer que l'on était anormal, que l'on avait quelque chose à cacher. En tout cas, porter sur son visage une expression non appropriée, paraître incrédule quand une victoire était annoncée, par exemple, était en soi une offense punissable. Il y avait même en novlangue un mot pour désigner cette offense. On l'appelait « face-crime ». La fille lui avait de nouveau tourné le dos. Peut-être, après tout, ne le suivait-elle pas réellement. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence si elle s'était assise si près de lui 2 jours de suite. Sa cigarette s'était éteinte. Il la déposa avec précaution au bord de la table. Il finirait de la fumer après son travail s'il pouvait garder le tabac qui restait. Il était tout à fait possible que la personne assise à la table voisine fût une espionne. Il était tout à fait possible qu'avant 3 jours, il se trouvât dans les caves du ministère de l'Amour, mais un bout de cigarette ne devait pas être gâché. Sim avait plié sa bande de papier et l'avait rangée dans sa poche. Parsons recommença à parler. « Est-ce que je vous ai déjà raconté, vieux, commença-t-il en tapotant autour de lui le tuyau de sa pipe, que mes 2 gamins ont mis le feu à la jupe d'une vieille du marché. Ils l'avaient vue envelopper du saucisson dans une affiche de bébé. Ils se sont glissés derrière elle et ils ont mis le feu à sa jupe avec une boîte d'allumettes. Ils lui ont fait une très mauvaise brûlure, je crois. Quel petit coquin, pas? Mais malin comme des renards. C'est une éducation de premier ordre qu'on leur donne maintenant aux espions. Meilleure même que de mon temps. Dites, que croyez-vous qu'on leur ait donné dernièrement? Des cornets acoustiques pour écouter par les trous des serrures. Ma petite fille en a apporté un à la maison l'autre soir. Elle l'a essayé sur la porte de notre salon, et elle estime qu'elle peut entendre 2 fois mieux qu'avec son oreille sur le trou. Naturellement, vous savez, ce n'est qu'un jouet, mais cela leur donne de bonnes idées, pas? Le télécran, à ce moment, émit un coup de sifflet perçant. C'était le signal de la reprise du travail. Les 3 hommes bondirent sur leurs pieds et se joignirent à la bousculade autour des ascenseurs. Le reste du tabac tomba de la cigarette de Winston.